Président Matomba, votre avis également sur cette actualité, l'arrivée de ces instructeurs russes au Niger? On voit, on a l'impression que là-bas, on va de manière méthodique. On a d'abord vu le départ, même si difficile, de l'armée française du côté du Niger. On a vu avec les États-Unis. Aujourd'hui, on voit l'arrivée justement de la Russie. Il faut dire que tout dirigeant d'abord d'un pays a pour vocation de protéger les biens et les personnes. Et lorsque vous protégez les biens des personnes, vous vous assurez que ces personnes vivent dans des meilleures conditions et que ces personnes sont épanouies, n'est-ce pas, dans votre territoire. Bon, je ne vais pas revenir sur la définition du territoire ici, mais il faut dire que aujourd'hui, quand on observe avec beaucoup de froideur ce qui se passe au Niger, on a la certitude que les dirigeants de ce côté-là savent exactement où ils vont. Je parle de certitude parce que nous n'avons jamais douté. Mais là, nous avons une fois de plus la confirmation qu'ils vont de façon méthodique vers un chemin qui est véritablement tracé. Vous savez, à un moment donné, nous avons fait le procès du chef de l'État ou alors du président de la transition, le général Tiani, comme quoi il ne prête pas serment, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a des mesures qui sont prises. Le plus important, ce n'était pas ça pour lui, ou encore pour le Niger, certainement. Il y a des mesures qui sont prises depuis un moment, et lorsque nous observons, nous nous disons, tiens, finalement, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut noter, Madame Sike, que le bilan est très important dans toute coopération et dans toute collaboration. Nous sommes sortis des années d'indépendance qui n'ont pas été des années, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, très faciles, qui ont été des années de lutte. Parce que nous avons eu, n'est-ce pas, quand vous remontez dans l'histoire, vous verrez que il y a eu beaucoup de luttes pour que nous soyons des pays indépendants. Après que notre indépendance nous avait été volée, parce qu'il faut le dire, avant, nous n'avons pas toujours été des pays colonisés ou des pays sous tutelle, pour certains. Donc, après que cette indépendance, cette souveraineté que nous avions avant, nous avait été volée et arrachée de force, nous avons donc recombattu pour avoir cette indépendance. Malheureusement pour nous, on a eu des indépendances voilées. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus pour avoir les indépendances n'ont pas été des personnes qui ont été aux commandes de nos différents pays. On a pris des gens à qui on a confié les pays et on leur a dit, vous êtes les dirigeants de ces pays indépendants. Conséquence des courses, ces gens n'appliquaient que les règles, ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire les pays occidentaux. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait que la démocratie, qui est un modèle de gouvernance, soit très mal appréciée aujourd'hui. Parce que même si nous avions connu notre modèle de démocratie avant, avec lequel nous gouvernons, nos États étaient gouvernés, ou alors nos différents pays, il n'y a que cette démocratie occidentale qui nous a été imposée et a été imposée comme méthode de gouvernance, a démontré ses limites. Il faut noter, Madame Sike, qu'un des rares pays en Afrique qui n'a pas connu de colonisation, c'est l'Éthiopie. Allons questionner pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu tentative de colonisation? S'il y a eu tentative de colonisation, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Éthiopie ne soit donc pas colonisée? Il faut noter que la collaboration de l'Éthiopie et l'État fédéral russe ne date pas d'aujourd'hui. On en parle aujourd'hui peut-être parce qu'il y a un effet de mode, mais c'est depuis très longtemps que l'Éthiopie collabore militairement avec la Russie. Et de ce côté-là, toutes les tentatives de forcing n'ont pas réussi. Lorsque le guide libyen a été tué, on a vu qu'il y avait une opinion qui a gagné, n'est-ce pas, de la place, faisant croire que le guide était un dictateur. Pourtant, dans le fond, il était certes un dictateur de la bonne vie pour son peuple. Attention, il n'était pas un dictateur
du système dont les autres étaient en train de présenter, Oui. mais il avait un souci majeur, c'était les meilleures conditions de vie de son peuple. Et si c'est en cela qu'il était qualifié de dictateur, oui, il était un dictateur pour les bonnes conditions de vie des Libyens. Aujourd'hui, on peut voir ce que la fameuse démocratie qu'on a voulu amener en Libye est en train de présenter comme résultat. En est arrivé le cas de la Côte d'Ivoire où on est allé bombarder un président, n'est-ce pas, dans son palais. Et vous voyez, des gens se sont vantés de dire qu'ils peuvent demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre une décision le matin et avant 10 heures, la décision est prise et tout de suite une autorisation est donnée. On a vécu le même scénario. Bon, le Conseil de sécurité, si vous voulez, a perdu toute sa force avec la guerre en Irak. Allons voir ce qui s'est passé en Syrie avec Bachar al-Assad. Quand ces derniers ont décidé de refaire le même coup qui a été fait en Irak, Oui. en Libye, en Côte d'Ivoire, chez Bachar al-Assad, les Russes se sont opposés. C'est là que rentre en jeu donc la posture et la position russe qui dit là, ça suffit. Si on vous a laissé faire dans d'autres États, ou alors nous n'avons pas réagi, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Madame Siké, est-ce que aujourd'hui ces derniers reparlent encore de la Syrie? Est-ce que vous entendez encore parler du nom de Bachar al-Assad? Pourtant, il est toujours au pouvoir, on ne parle même plus de lui. Parce que de ce côté-là, il y a eu échec. L'échec venait de d'où? De la collaboration de Bachar al-Assad avec l'État fédéral russe. Oui. Madame Siké, on a suivi des ultimatums qui ont été donnés au Niger. Comme oui. Quoi, si vous ne faites pas quoi, on va. Il y a eu un petit communiqué du ministère étranger russe qui a dit n'allez pas là-bas. Un petit, même pas un communiqué comme on sait d'habitude. Ils ont dit n'allez pas là-bas. Si vous allez là-bas, ça veut dire que vous nous cherchez, vous nous déclarez la guerre. Il y a eu cet éveil, cette montée en puissance des panafricanistes un peu partout, qui sont montés dans les médias, sur les places publiques, qui ont dénoncé ce que la CEDEAO voulait faire au Niger. Il y a eu des positions des Nigériens qui ont dit ça, nous ne laisserons pas passer. Et il y a eu la charte de l'Iptako Gourma qui a été constituée. Oui. Il y a eu une fédération de forces, Mali, Niger, Burkina Faso, et la Guinée s'est proposée de faire partie de cette fédération de forces militaires. Si un pays est attaqué, un autre est attaqué. Les autres sont attaqués. Oui. Madame Siké, quand on voit aujourd'hui des instructeurs russes arriver, en réalité, c'est pour démontrer que partout où ces instructeurs sont passés, les résultats n'ont que été positifs. Où ils ne sont pas passés, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le cas de la RCA, on le disait encore, le président Touadéra vient de nommer, n'est-ce pas, des sous-préfets dans des zones qui n'existaient pas. Je vais dire où les sous-préfets n'existaient pas, ce n'est pas les zones qui n'existaient pas. Pourquoi il le fait aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le président Touadéra contrôle plus de 97% de son territoire. Et il les contrôle grâce à qui? N'oubliez pas, Madame Siké, que vous avez une mission de l'ONU qu'on a appelée MINUSCA, oui, qui a été en Centrafrique et qui y est toujours depuis plus d'une dizaine d'années. Mais cette mission n'a jamais réussi à faire en sorte que l'État puisse contrôler ses territoires. Et on l'a appelée mission de maintien de la paix. Vous avez eu des pays alliés, entre parenthèses, qui ont dit, la France, pour citer oui. La France particulièrement, puisque les militaires, les forces françaises étaient encore en Centrafrique, qui ont été plus d'une dizaine d'années, disant aider la République centrafricaine. À la fin des courses, pas de résultats. Donc il a fallu qu'en quelques mois, même pas années, avec la participation des instructeurs russes, que l'État puisse reconquérir son territoire et le contrôler à plus de 97%. Madame Siké, quel aveugle ne verrait pas, avec
ces éléments, je dis bien quel aveugle ne verrait pas. Donc, vous avez des pays qui sont attaqués par des soi-disant terroristes. Bah, subitement, bizarrement, les terroristes, là, ils sont en train de disparaître depuis un moment. Hein. Vous voyez bien qu'on ne fait plus tellement écho depuis qu'on chasse les armées étrangères. Et on dirait que les terroristes entrent dans les chars pour partir avec ces derniers. Parce qu'on n'entend plus trop. Donc, vous avez ces résultats. Vous avez le Mali aujourd'hui qui, après plus de 13 ans d'occupation, Kidal et autres, entre parenthèses, des djihadistes, en quelques jours après le départ de l'armée française et puis de l'ONU, l'armée a pris le contrôle de Kidal. Les terroristes sont disparus. Oui. Comme par enchantement. Donc, quand vous avez les différents résultats, suite, n'est-ce pas, à une coopération ou une collaboration, Madame Siké, n'y a-t-il pas lieu de renforcer cette coopération-là? Parce que c'est là, les bilans, nous pouvons les regarder sur les années, comme nous pouvons les regarder sur les mois. Ceux qui ont fait des années, quel a été le résultat? Ceux qui ont fait des mois, quel est le résultat? Et aujourd'hui, vous avez donc des gars qui disent, bon, ils ont besoin du matériel de défense, la défense anti-aérienne. Attention, c'est parti au Niger, mais ce n'est pas que pour le Niger. N'oubliez pas qu'il y a une collaboration entre le Niger, le Burkina et le Mali. Ça veut dire que si l'espace aérien malien est violé, la défense anti-aérienne peut se retrouver du côté du Mali pour agir. Ça veut dire que si la défense anti-aérienne burkinabé est violée, cette même défense pourrait se retrouver de ce côté-là pour agir. Donc, aujourd'hui, il faut le dire, l'Afrique gagnerait, selon moi, à avancer vers des coopérations et des collaborations gagnantes. Oui. Qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'éviter de plus en plus de nous préoccuper des questions de sécurité. Parce que, Madame Siké, il ne faut pas l'ignorer. On nous occupe avec des questions de sécurité pour que nous ne nous focalisons pas sur des questions de développement de nos différents pays. Quand on veut avancer sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, on vous sort un terroriste quelque part qui vient vous occuper pendant un an. Vous réussissez à faire quelque chose. Non, on attaque un autre côté. Durant 5 ans, malheureusement, nous sommes dans un système qui voudrait qu'il y ait une rotation au pouvoir. C'est-à-dire, si ce n'est pas 5 ans, c'est 4 ans, c'est pas 4 ans, c'est 7 ans. En 7 ans, vous vous retrouvez mains et pieds liés dans des histoires de sécurité. Pour finir, les populations vous demandent, on vous a envoyé faire quoi? Vous voyez, aujourd'hui, nous devons aller avancer, faire un pas de plus. Mais c'est une leçon pour nous, oui, pour renforcer aussi notre structure militaire interne. Parce que dites-vous toujours que nous n'aurons pas toujours ces coopérations et ces collaborations. Certains parlent du transfert de technologies. Nous avons des universités aujourd'hui qui forment des ingénieurs qui peuvent nous produire du matériel sophistiqué militaire. Comment est-ce que pouvons-nous commencer à investir dans ces domaines, à mettre beaucoup plus d'accent dans ces domaines? Parce qu'en réalité, on ne sous-traite pas la sécurité d'un État. Quel que soit le prix, on ne sous-traite pas. Maintenant, dans nos différentes collaborations, oui, un allié peut nous aider à résoudre un problème, mais nous ne devons pas définitivement compter sur l'allié parce que la sécurité de la nation ne se sous-traite pas. D'accord. Merci à vous, Président Matomba. Avant de passer directement à la thématique, l'une des thématiques principales, la question à qui veut la prendre, de Georges Bertrand Mbela Paco, qui pose cette question, prière, de poser la question aux panélistes, qu'est-ce qui empêche aux dirigeants africains de commencer déjà à exprimer leur intention dans le nucléaire militaire et civil, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec la coopération russe. Est-ce que vous sentez une certaine timidité dans ce domaine également de la part des dirigeants africains? Écoutez, je pense que la question posée comme ça, de manière fermée, oui, donne l'impression que c'est une chose à la fois nécessaire et urgente. Mais il faut apprécier. On n'a pas besoin strictement de se lancer dans le nucléaire pour régler les problèmes de l'Afrique. Okay. Mais si en face, dans le cadre des relations internationales que nous avons,
il se trouve que nous avons une telle opportunité, eh bien, je conseillerais au président africain de ne pas hésiter. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème, en réalité, c'est la stratégie et la vision des pays africains. Parce que quand vous prenez un pays comme le Nigeria, au fond, la quantité et la qualité des scientifiques nigérians aujourd'hui est suffisante pour que le Nigeria puisse construire jusqu'à sa bombe atomique. Quand vous prenez des pays comme l'Afrique du Sud, vraiment la quantité et la qualité peuvent y arriver, ou des pays comme l'Algérie. Le problème, c'est surtout la vision, la stratégie que les dirigeants de ces pays-là développent. Dans le cadre de l'Algérie, évidemment, on a une activité nucléaire. Dans le cas de l'Afrique du Sud, on sait pour quelles raisons ils n'ont plus d'activité nucléaire. C'était les négociations au terme de l'apartheid. Mais le Nigeria, ça reste malheureusement une sorte de point d'interrogation pour l'Afrique, parce que il suffirait que le Nigeria améliore la qualité de sa gouvernance et surtout qu'il y ait moins disons qu'il y ait un peu plus de rigueur dans l'organisation du Nigeria aujourd'hui. Je peux vous l'assurer, madame, le Nigeria peut être propulsé beaucoup plus loin qu'un pays comme l'Indonésie, parce que c'est des pays à peu près de même population, de même taille. La difficulté, c'est que l'Indonésie, c'est 1287 îles, le Nigeria, c'est un espace compact. Or, comment pour expliquer que des gens aient 1287 îles et qu'ils aient un PIB largement supérieur à celui d'un État qui, lui, a un espace compact? Tout est une question de vision et de qualité des dirigeants. Et c'est ça le fond du problème pour tous les autres pays africains. Et il n'y a pas un seul pays africain qui n'ait pas besoin du nucléaire. C'est pas ce qu'on dit. Mais ce n'est pas forcément utile pour tout le monde. Si vous prenez un pays comme le Bénin, ça n'a aucun intérêt. Stratégiquement, ça ne veut rien dire du tout. Si vous prenez un pays comme le Lesotho, ça n'a pas de sens. Mais si les Africains veulent réellement s'engager dans le nucléaire, il faut qu'ils le fassent dans un même mouvement géopolitique qui est celui de construction d'un certain nombre de grands ensembles. Parce que si chacun, et c'est ça le danger, ils vont finalement chacun se mettre dans « je veux avoir ma centrale nucléaire » et tout cela va constituer encore une fois des dépenses, c'est-à-dire quand vous mettez au niveau macroéconomique continental, ça va constituer énormément de dépenses dont une grande partie aurait pu être mise par exemple dans la conquête de la souveraineté, dans l'éducation de qualité, dans la production agricole, dans la production de médicaments sur le sol africain, et tout le monde voudrait avoir sa petite centrale. Il ne faut pas que ça devienne le joujou, le nouveau joujou des années 2000. Il faudrait que nous ayons une stratégie du nucléaire qui soit définie dans le cadre de la stratégie, et je pense que ce sera beaucoup plus pertinent, d'une stratégie de construction de grands ensembles. C'est pour ça qu'à l'AES, la stratégie du nucléaire est cohérente, et qu'ils en sont arrivés aujourd'hui à non plus que chacun ait sa centrale nucléaire, parce qu'au début, on pensait qu'il y aurait une centrale du Mali, une centrale du Burkina Faso, mais ils sont arrivés aujourd'hui à un projet commun. Et le projet commun permet de projeter en réalité une politique du nucléaire qui soit beaucoup plus cohérente et beaucoup plus pertinente. Si vous dites aujourd'hui en Afrique centrale, mettons CEAC, nous avons besoin d'une politique du nucléaire, qu'on réussisse à formuler une politique du nucléaire. Vous avez 300 millions d'habitants, 7 millions de kilomètres carrés. Vous avez l'essentiel de l'uranium qui se trouve entre la RDC, le Cameroun et la République centrafricaine. Eh bien, vous pouvez mieux structurer tout cela. Et vous allez vous poser la question de savoir, si nous faisons du nucléaire civil, est-ce que ça nous coûtera beaucoup moins cher que le barrage d'Inga, qui est capable d'électrifier toute l'Afrique et qui nous coûterait entre 25 et 30 milliards de dollars? Est-ce que nous mettons quelques milliards de dollars dans la construction du nucléaire en sachant que 1 mégawatt dans le nucléaire tourne autour à peu près d'1 milliard? Donc, si nous, 1 milliard quand c'est le moins cher, mais généralement 2-3 milliards lorsque les conditions sont telles que vous commencez à partir de rien. 2-3 milliards de francs CFA par mégawatt. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en place, en sachant que la plupart des centrales nucléaires sont dimensionnées pour produire au minimum
pour produire généralement autour de 1000 mégawatts. Et donc, du coup, vous avez des investissements qui vont aller chercher jusqu'à 3000 mégawatts, ce qui veut dire jusqu'à 5 milliards de dollars. Il faut savoir quelle stratégie vous avez. Est-ce que vous allez mettre 5 milliards de dollars là-dedans? Est-ce que ces 5 milliards de dollars n'auraient pas construit des autoroutes, de la fibre optique, des usines de production d'eau, des centrales de production d'électricité avec du gaz, des grosses exploitations agricoles et structurer vos industries informatiques et d'agroalimentaire? Ce n'est pas une question à laquelle on va répondre facilement en disant oui ou non. C'est une question compte tenu des coûts, des niveaux de coûts et compte tenu de la criticité au niveau de la géostratégie, c'est une question que nous allons aborder en tenant compte de beaucoup d'éléments économiques et politiques, mais également si vous voulez, en termes de gestion de notre politique civilisationnelle, je mets là-dedans l'éducation, la recherche, etc., pour pouvoir prendre une décision qui correspond, qui va satisfaire nos besoins et porter à la fois notre puissance, notre économie vers notre développement, mais également notre sécurité. Merci à vous, Dr Yam Timba, pour ces explications. On espère, chers téléspectateurs, que vous avez été satisfaits. On va poursuivre rapidement avec...